Je rencontre ce représentant d'ASE qui a l'air vachement informé parce qu'en fait, il tient un carnet avec tous mes faits et gestes. 12h56, Nathania est rentrée avec une pizza. 13h59, Nathania est revenue avec un rouge à lèvres neuf de chez Sephora. Et donc, il m'a expliqué que suite à ça, j'étais pas prioritaire au dossier pour les jeunes travailleurs et que j'étais assez indépendante. Et que par conséquent, à 18 ans, avant midi, pour mes 18 ans, je devais quitter les lieux. C'est comme ça que le jour de mon anniversaire, midi, j'ai fait mon petit pot de départ finalement et ciao. Et je n'ai plus ni d'aide financière, ni de soutien, ni d'appel de qui que ce soit. Je pense clairement que j'aurais pu disparaître. Il y a même des moments, je me rappelle, où je me suis dit, mais là, concrètement, mon corps serait dans un état très avancé de décomposition que personne ne saurait. J'ai perdu ma maman quand j'avais 1 an et demi d'un suicide. Le juge des enfants à l'époque a directement donné la garde à ma grande sœur, qui avait du coup 22 ans de plus que moi, qui est devenue par la suite ma tutrice. J'ai grandi dans un système familial assez dysfonctionnel, compliqué. J'ai été victime de mon, si on peut appeler ça une première relation amoureuse, à mes 15 ans. Cette personne-là, elle m'a frappée pendant 3 ans et demi, agressée sexuellement, battue, séquestrée. Et en fait, là où ma tutrice aurait dû m'aider, et ben, c'est pas du tout ce qui s'est passé, au contraire. Elle s'est rangée du côté de mon agresseur et du coup, à la suite d'une séquestration pendant 10 jours, j'ai réussi enfin à prévenir les autorités qui sont venues me chercher et m'ont placée directement dans un foyer d'urgence. J'ai très vite compris que j'arrivais dans un endroit où il y avait beaucoup de drogue, que les jeunes filles se prostituaient très jeunes. Dans mon deuxième foyer, ça a été beaucoup plus compliqué. Pour le coup, déjà on était beaucoup plus nombreux et tu sentais qu'il y avait vraiment ce climat de violence, que pour un rien, ça pouvait partir. Et donc j'ai très vite dû rendre les coups pour ne pas être frappée à mon tour. Le vrai problème de l'aide sociale à l'enfance, c'est qu'il y a un réel dysfonctionnement, dans le sens où personne n'est écouté. Un exemple tout bête, mais je suis censée être représentée par un représentant de l'aide sociale à l'enfance. Ce représentant-là, je ne l'ai vu que 3 mois avant ma majorité pour m'annoncer que j'avais 3 mois pour préparer mon avenir et partir le jour de mes 18 ans. Je ne l'ai jamais vu avant. Il n'est jamais venu me voir sur les lieux pour savoir comment ça se passait. Comment par la suite tu te retrouves à un casting de télé-réalité? En fait, à ce moment-là, j'ai un rêve. Je veux absolument devenir modèle. Je veux absolument travailler. Je rêvais d'être blogueuse, etc. Du coup, je me suis dit, je vais prendre ce que personne ne me donne, finalement. Je crée mon propre site internet. Je me développe sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'attire l'œil de directeurs de casting qui me font d'ailleurs mon premier casting alors que je suis pas majeure. J'ai 17 ans. À l'époque, il m'arrive tellement de choses graves que pour moi, c'est même plus alarmant, mais aujourd'hui, je me dis 17 ans, on me fait passer un casting en bikini. Je suis ici, mon directeur de casting à ma gauche, les 2 hommes en face qui ont quand même une quarantaine d'années. Ils me demandent un peu, voilà, quel est ton contexte de vie, etc. Je leur dis, voilà, je suis en foyer, faut que je trouve une solution parce que dans 3 mois, je suis mise dehors. J'ai perdu ma mère, je me suis fait battre. Enfin, vraiment, la tournure de la conversation, elle n'est pas hyper joyeuse finalement. Et d'un coup, en fait, j'ai un des 2 hommes qui me demande si. Il me fait, sinon, tu te rends souvent des trucs? Et en fait, j'ai vraiment pas compris la question du tout. Donc je me suis tournée directement vers le directeur de casting avec qui je m'entendais super bien pour lui demander excuse-moi, tu peux me traduire la question? J'ai peut-être pas compris. Et en fait, je comprends à sa façon de rigoler, de vouloir dédramatiser le truc, que c'est bien aussi grave que ce que je pense. Et donc à ce moment-là, je pète un câble. Je descends fumer une cigarette avec le directeur de casting pour me calmer. Et en fait, ils me disent ils t'ont adoré. Et j'ai pas assez pas réciproque. Et je travaillerai pas dans ces conditions, il en est hors de question. Il me rappelle en fait 2 ans plus tard, parce qu'il sait que je suis à Paris, on se suit sur les réseaux avec le directeur de casting. J'ai vu que t'étais à côté, viens boire un café. Regarde, ces 2 hommes-là ne travaillent plus ici, maintenant c'est remplacé par 2 femmes. On va te ramener un nouvel air à cette télé-réalité, on va montrer que les femmes peuvent être puissantes et fortes et indépendantes. Ça s'est pas passé comme ça. Sur le coup, ouais, c'est un échappatoire. À ce moment-là, j'habite toute seule dans le sud de la France. Je galère financièrement. Je parle à personne. Je n'ai aucun ami, pas de sortie. Je reste, je pense, 99,9% de mon temps dans mon appartement à essayer de développer mes réseaux. Donc au final, bien sûr, je rêve de revenir sur Paris, qui est finalement la seule chose qui me reste. Pour ça, il va falloir que je gagne de l'argent. Et donc pour moi, la télé-réalité, c'est une chance. Dans un sens, ça m'a aidé, oui, à revenir sur Paris, oui, à gagner ma vie d'une certaine façon et aujourd'hui à vivre de ce que j'aime faire, mais de l'autre côté, à quel prix? À quel prix? Parce que ça m'a quand même sacrément détruite. Et puis quoi qu'il arrive, t'as toujours cette étiquette de télé qui te colle à vie, alors que t'es tellement plus que ça. J'ai remarqué en parlant à travers ma vie que généralement les gens avaient ce truc un peu de
d'associer un peu les enfants placés à des enfants problématiques. Or que non, les enfants placés sont des enfants qui ont subi de graves traumatismes, qu'on remet tout simplement dans ce que j'appelle moi des cages. C'est des cages où on te demande d'attendre, et en attendant, bah, tu subis. Je suis principalement en colère contre la justice. Principalement. Principalement parce qu'aujourd'hui, en vrai, à qui on doit en vouloir quand il y a des gens qui n'ont pas du tout suivi les formations adéquates pour devenir éducateurs, qui le deviennent, si ce n'est l'État. Donc en vrai, c'est principalement à eux que j'en veux. Est-ce que tu as envie d'être un peu la voix des enfants placés? Est-ce que c'est un combat que tu as envie de mener? Bien sûr. De toute façon, c'est quelque chose que je faisais déjà dans l'ombre depuis quelques années, de pouvoir continuer à aller voir le foyer où j'étais, de pouvoir essayer de les aider, de parler avec les jeunes filles, de leur apporter ce qu'elles avaient besoin parfois. Et puis je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas faire ça à grande échelle? Pourquoi continuer à faire dans l'ombre alors qu'elles ont besoin de lumière? Et c'est là où j'ai décidé d'écrire Les enfants oubliés. C'était aussi un grand moyen de thérapie. Moi, j'aime pas dire que les épreuves, ça rend fort, parce que je trouve que c'est faux. Je trouve que les épreuves, ça abîme quoi qu'il arrive. En revanche, ça m'a permis de grandir et je pense aujourd'hui de pouvoir aider les autres.